On va aller voir du côté de Maître Rémi Landry, qui est professeur associé à l'école de politique publique à l'Université de Sherbrooke. Bon après-midi, Maître Landry. Allô, professeur Landry, est-ce que nous avons avec nous professeur Landry, ça va bien? Très bien, vous aussi, monsieur? Oui, ça va toujours bien, même quand ça va mal, professeur. Alors, un gros dossier, j'ai eu l'occasion d'en parler, de parler de ce dossier-là avec un professeur aux États-Unis qui m'a dit, oh, c'est toute une spécialité, je ne connais pas le sujet. Professeur, c'est les États-Unis qui se retrouvent avec potentiellement un crime ou d'avoir contribué à un crime, n'est-ce pas, dans l'usage de phosphore blanc par l'armée israélienne à Gaza. À Gaza ou dans cette guerre-là, peut-être ailleurs, mais l'armée israélienne a reçu le gaz, le phosphore blanc des États-Unis. Est-ce que c'est possible qu'on utilise ce gaz-là, en tout cas ce matériel-là, dans une guerre sans s'en rendre compte? Non, c'est pratiquement impossible. Des obus sont bel et bien identifiés comme étant des obus de phosphore. Ouais. On peut pas se tromper. Selon moi, ce serait une incompétence incroyable parce que les obus sont mis dans des endroits spécifiques de façon à ce que lorsqu'on en a besoin, ben on peut aller chercher exactement le type d'obus qu'on a besoin. Là. Donc, il y a une discrimination qui est faite au niveau des obus de type fumigène et des obus de phosphore blanc. Les obus de phosphore blanc c'est des bombes incendiaires. Mm. Et chaque type d'obus a ses fonctions et il y a le phosphore blanc qui ne doit pas être utilisé lorsqu'il y a des civils, entre autres. La Convention dit que le phosphore blanc ne devrait pas être utilisé lorsqu'il y a des conflits parce que les dommages sont assez sévères. Lorsque la bombe explose, oui, ça dégage une fumée blanche, mais le phosphore au contact de l'air brûle des températures très, très élevées. Et puis en plus aussi, en explosant, le phosphore colle, entre autres, sur la peau humaine ou sur des objets qui touchent de façon à pouvoir les consumer. Donc, depuis plusieurs... Je me rappelle pas exactement à quelle date la Convention a été divulguée, mais il y a plusieurs pays qui l'ont signée. Il faut réaliser que même si une bombe ou une arme militaire fait partie d'une convention, ce qu'on peut pas l'utiliser, il faut tout de même que les pays la ratifient. Et puis, il est évident que Israël, j'ai fait des vérifications, n'a pas ratifié la convention entre autres sur le phosphore. Est-ce à dire qu'Israël peut faire usage donc de ce phosphore blanc? C'est sûr avec des conséquences qu'on connaît, mais il s'agit juste de mentionner ce qui se passe présentement en Ukraine lorsque les Américains ont vendu aux Ukrainiens les fameuses bombes là, qui éventuellement, en explosant, dégagent une multitude de petites bombes là, qui vont un peu partout et puis dont certaines ne sont pas détonnées et puis deviennent éventuellement, je veux dire, un danger pour les civils, les enfants. Ni l'Ukraine, ni les Américains et ni la Russie n'ont signé la Convention. Donc, pour eux, l'utiliser, ils peuvent l'utiliser, mais encore une fois, avec les conséquences que du côté international, on conçoit que c'est tout simplement, ça va à l'encontre d'une convention qui a déjà été signée. Professeur, il y a les lois de la guerre. Est-ce que ces lois-là
peuvent être appliquées. Vous l'avez dit, si un pays n'est pas signataire, il est difficile d'appliquer la loi. Mais par contre, les États-Unis sont signataires Oui. par rapport au phosphore blanc. Et puis, on trouve que l'enquête piétine. Est-ce que ça devrait prendre autant de temps pour savoir ce qui a été utilisé, alors qu'on voit qu'on est très prompt à dire qui a utilisé tel matériel, qui a lancé le premier lorsqu'il s'agit des adversaires? Dans un premier temps, je crois que le fait d'avoir des bombes au phosphore n'est pas contre la loi. On peut utiliser le phosphore dans des circonstances bien précises. Donc, le fait que les Américains en aient en grande quantité ne va pas contre la Convention. La Convention est pour l'utilisation dans des circonstances bien précises, entre autres l'utiliser contre du personnel civil ou militaire quelconque. Par ailleurs, il faut aussi qu'il y ait une intention. Donc, il y a eu une intention délibérée de pouvoir l'utiliser. Donc, à ce moment-là, il faut faire une enquête et de voir si Israël a donné une ordre ou il y a effectivement eu une décision de prise pour spécifiquement employer ce type d'obus-là. Donc, je présume qu'il va y avoir une enquête interne au niveau d'Israël pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on l'a utilisé. Ce que j'ai cru comprendre au début, c'est qu'Israël l'a fait, du moins c'est ma compréhension, sa première réaction a dit, c'était tout simplement pour faire un écran de fumée. Mais lorsqu'on fait un écran de fumée, ça laisse sous-entendre qu'on a des militaires qui sont en déplacement ou qui sont à l'intérieur d'un secteur particulier, mais à ma connaissance, ces bombes ont été utilisées en territoire libanais. Et puis, à ma connaissance aussi, je ne crois pas qu'il y ait eu un déploiement de troupes israéliennes dans cet endroit-là. Donc, le fait de créer un écran de fumée, il va falloir qu'on m'explique pourquoi qu'on l'a créé, l'écran de fumée. Donc, possiblement, une fois que l'enquête sera terminée, il sera déterminé exactement qu'est-ce qui s'est produit. Et puis, les États-Unis, étant donné que c'est leur matériel, éventuellement, auront un certain degré de responsabilité à l'effet qu'Israël n'aura pas été en mesure de répondre ou de suivre aux directives que les Américains leur ont données lorsque l'équipement leur a été donné ou vendu. Et on regarde l'évolution de cette guerre, et malgré la résolution non contraignante, oui, il est vrai, des Nations Unies, mais Israël s'en tient à son plan de match et puis il y a personne qui va nous arrêter et rien ne nous arrêtera. Et c'est pas une guerre qui se termine dans les prochains mois. Selon l'armée israélienne. Donc, ces résolutions et ces règles de guerre ne servent à rien si un belligérant peut s'exprimer de cette manière-là. Vous avez en partie raison. Je regarde ce qui se passe en Ukraine et puis c'est la même chose aussi. Hein? Je veux dire, il y a eu des crimes de guerre qui ont été commis et puis oui, M. Poutine est peut-être recherché par le tribunal pénal international, mais n'empêche, il n'y a pas personne qui va aller le chercher en Russie pour éventuellement l'amener devant les tribunaux. C'est un processus qui est laborieux. Ça prend énormément de détails, de preuves pour confirmer qu'il y a eu bel et bien un crime de guerre. Mais le fait d'avoir établi un siège autour de la bande de Gaza, selon les conventions de Genève, c'est déjà un crime. Le fait ce qui est l'enjeu actuellement, lorsqu'on regarde les bombardements, c'est fait dans la bande de Gaza, tout en reconnaissant le droit légitime à Israël de se défendre. Il en demeure pas moins qu'il y a une convention, ou du moins il y a une règle qui parle d'une règle de proportionnalité. On ne peut pas éventuellement bombarder de façon aléatoire en laissant sous-entendre
on a le droit de se défendre, donc on peut éventuellement détruire à peu près n'importe quoi. Non, il y a toujours la question de proportionnalité, et puis cette question de proportionnalité-là laisse sous-entendre que il faut s'assurer que les cibles qui sont engagées sont en grande partie des cibles militaires, et puis en même temps de s'assurer que les dommages collatéraux, beau terme pour dire les pertes de vie humaines civiles, sont minimisées. Et puis présentement, même les Américains, à quelques reprises, entre autres le président Biden, a laissé savoir que des bombardements auxquels on assistait ne faisaient aucunement mention, je veux dire, ou du moins ne prenaient aucunement en compte là, cette règle de proportionnalité-là. Donc, selon moi, il y a des abus qui sont commis, et puis, comme j'ai déjà dit à des gens, et que je répète, on peut pas tuer, on peut pas vaincre une idéologie. Et puis présentement, plus que les choses vont aller, plus que les choses vont s'empirer, ben, éventuellement, cette idéologie-là du Hamas va éventuellement renaître de ses cendres. Et puis, je ne sais pas si vous avez suivi les nouvelles aujourd'hui, mais on parle d'arrestation possiblement de membres du Hamas en Allemagne, en Hollande et au Danemark. On les aurait arrêtés parce que, semble-t-il, ils se préparaient à commettre des actes contre la communauté juive de ces endroits-là. Et comme vous l'avez dit, professeur, on ne peut pas tuer une idéologie, et je pense que Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, le sait aussi, sauf que on peut terrasser une population, on peut faire en sorte, comme à l'exemple des premières guerres, qu'il y ait des Palestiniens qui quittent le territoire et éventuellement établir d'autres colonies de peuplement juif, n'est-ce pas? Mais le problème actuellement, c'est que ils vont aller où? Il n'y a pas personne qui veut les accueillir. Parce qu'ils savent bien que si on les accueille, ils pourront jamais retourner dans la bande de Gaza. Mais c'est pour ça qu'on les tue comme ça aussi. Ben, je vais vous laisser dire ces affirmations-là. Je ne sais pas exactement ce que cherche Israël, mais il me semble que pour l'instant, ce que je vois, c'est plus une volonté de vengeance. À même titre aussi qu'on peut voir en Cisjordanie, là, on parle de plus de 200, on parle quoi, de 240, tout près de 240 Palestiniens là, qui ont été tués sans qu'il y ait eu d'accusation ou d'arrestation du côté des Israéliens. Ça fait qu'il y a définitivement, je veux dire, un esprit de vengeance qui ne devrait pas être présent. Encore une fois, je tiens à souligner que dans mon esprit, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est définitivement un acte de barbarie. Il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Et puis ça donne toute la légitimité à Israël de prendre les mesures pour trouver les coupables. Les coupables, on les connaît, c'est le Hamas. Mais le Hamas, c'est pas les 2,3 millions d'habitants qui demeurent en Gaza ou les un peu plus de 3,5 millions qui demeurent en Palestine. Et puis plus qu'on creuse aussi dans cette histoire-là, ben on réalise que Netanyahou a d'une certaine façon permis au Hamas de demeurer en place afin d'éviter que la Palestine avec la bande de Gaza puisse être gouvernée par la même autorité qui est beaucoup plus pacifique et puis qui reconnaît l'existence à Israël qu'on retrouve en Cisjordanie. Donc, il y a des indicateurs qui laissent sous-entendre qu'il y a une partie israélienne, du moins des partis religieux qui sont un petit peu plus à droite, qui, pour toute fin pratique, veulent s'emparer des terres des Palestiniens et puis chercher d'une façon ou d'une autre à les évacuer du territoire qui les entoure pour avoir un pays Israël qui ne soit pas divisé en Israéliens et Palestiniens. Voilà.
Professeur Rémi Landry, professeur associé à l'école de politique publique à l'Université de Sherbrooke. Je vous remercie, professeur, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Ça fait plaisir, mon cher monsieur. À la prochaine. Au revoir. Joyeuses fêtes, professeur. Vous, pareillement. Joyeuses fêtes et surtout la santé à vous et à vos proches. Merci. Au revoir. Au revoir.